Et ensuite, le second objectif, nous sommes à la veille de l'échéance des objectifs du millénaire pour le développement et ensuite du document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 3, DSRP 3 et OMD. Donc le gouvernement a organisé cette retraite pour voir où nous en sommes dans le cadre de la mise en œuvre du DSRP 3 et des OMD et quelles sont les corrections que nous pouvons apporter d'ici la fin de l'année 2015 pour qu'on puisse atteindre ces objectifs, tout au moins rapprocher ces objectifs. Donc il fallait cibler sur des projets qui ont une forte implication sur la réduction de la pauvreté, qui ont un fort impact sur l'ensemble de la population. Donc l'exercice a consisté justement à examiner et à voir est-ce qu'il faut ajouter d'autres projets, est-ce qu'il faut réduire le champ de ces projets prioritaires, parce qu'il y a 4 axes au niveau du DSRP 3, il y a la gouvernance, il y a l'axe sur les infrastructures, la croissance économique et les services sociaux de base. Mais la nouveauté, c'est qu'il y a une conjoncture aujourd'hui dans notre pays, il y a une situation exceptionnelle qui s'est invitée dans les débats, c'est la fièvre hémorragique Ebola. Donc nous avons ajouté sur ces 4 axes un 5e axe qui représente l'ensemble des dispositifs à mettre en place pour évacuer et très rapidement, dans un horizon maximum de 6 mois, la fièvre hémorragique Ebola et aussi voir comment mettre en place des dispositifs, cette fois-ci, de riposte contre toutes sortes d'épidémies en Guinée à travers le renforcement du système sanitaire, à travers le renforcement aussi de l'ensemble des éléments qui concourent à apporter des soutiens au niveau de notre santé publique. Le 1er septembre serait une journée sans commerce en Guinée. Cette décision a été réaffirmée mercredi par le collectif des commerçants victimes de pillages lors des manifestations politiques dans le pays. Les commerçants ferment leurs boutiques et magasins ce jour pour réclamer à l'État leur dédommagement. Benoît Martila pour plus de précisions. Le collectif des commerçants victimes de pillages lors des manifestations politiques ces dernières années en Guinée a réaffirmé son initiative de fermer les commerces le 1er septembre sur toute l'étendue du territoire national. Et ce pour protester contre leur non-indemnisation par l'État. Le collectif entend mettre fin aux pillages dont les commerçants sont souvent victimes en Guinée. Nous voulons mettre fin à ces manipulations. Toujours, il faut piller des commerçants. Mais le 1er septembre, de là jusqu'à Zérekouré, sur tout le territoire national, il y aura une journée sans commerce. Notre arme de guerre, c'est fermer nos portes et fenêtres. On ne va pas sortir comme ça, comme les gens disaient, il faut faire comme tel, non. Mais si il n'y a pas issue favorable, nous allons faire marche arrière, nous allons reculer pour mieux sauter. Réunis ce mercredi en conférence de presse, les membres du collectif ont appelé au soutien tous les commerçants du pays. L'année dernière, moi, mes enfants n'ont pas été à l'école. Et je sais que parmi nous aussi, nous les victimes, beaucoup de personnes, les enfants n'ont pas été à l'école. D'ici le 1er septembre, s'ils n'ont rien fait, on demande comme tous les commerçants qui n'ont pas été victimes de nous soutenir, de fermer boutiques et magasins. L'appel est entendu par le réseau des associations des commerçants, entrepreneurs, marchands et amis de Guinée, RASMAG. Cette organisation a déjà demandé à toutes les structures commerciales de soutenir la revendication du collectif. Le RASMAG, nous partageons et j'invite la synergie des marchands de Guinée, le collectif d'ONG de l'informel, l'ASEMAG, l'AMAG, les femmes commerçantes de Madina, les femmes vendeuses de la rue, les marchands ambulants, les marchands de sauce, les marchés électroniques et toutes les activités de commerce, les tailleurs, les cordonniers, les boulangers et les menuisiers, membres du RASEMAG, d'observer cette journée comme une journée sans commerce pour accompagner le collectif des victimes de ce pillage-là pour que plus jamais ça en République de Guinée. A rappelé que 442 commerçants victimes avec une perte de 46 milliards 740 millions de francs guinéens sont recensés par le GOA, groupe organisé des hommes d'affaires.
Et puis, dans cette même logique, le ministre du Commerce demande au collectif des commerçants victimes de surseoir à leur décision de journée sans commerce annoncée pour le 1er septembre prochain. Marc Yombuno a aussi invité ces commerçants qui réclament le paiement de leur indemnité depuis quelques années de revenir au meilleur sentiment pour une solution idoine. Manien Kondé. C'est hier que la décision a été annoncée par le collectif des commerçants victimes, celle d'organiser le 1er septembre prochain une journée sans commerçants en Guinée. Ces commerçants, au nombre de 442, qui se disent victimes des pillages survenus en 2012 et 2013, comptent protester contre le retard dans le paiement de leurs indemnités. Selon le ministre du Commerce, le dossier serait actuellement à la justice. Tout le monde est au courant que le dossier est en instruction au niveau de la justice. Comme nous sommes dans un état de droit, il serait vraiment nécessaire et utile de laisser la justice continuer à travailler sur le dossier. On ne pourrait pas se prononcer sur qui a raison et qui a tort sans que la justice ne donne la version des faits. Dans la même lancée, le ministre du Commerce a invité les commerçants à surseoir à leur décision. Je lance un appel d'abord au GOA et à l'ensemble des commerçants, des opérateurs économiques de surseoir à ce mouvement de suspension des activités et de poursuivre le dossier autrement auprès de la justice. Et souvent nous savons ce qu'on en fait avec ce genre de mouvement. En tout état de cause, le ministre Yombuno affirme que des dispositions seront prises pour garantir la sécurité des commerçants et citoyens qui décideront de mener leurs activités. Les dispositions sont régaliennes. L'État, en tant que garant de la liberté de tout un chacun, fera en sorte que ceux qui souhaitent ouvrir leurs boutiques et leurs magasins ne soient pas empêchés, que la circulation aussi ne soit pas entravée. Enfin, Marc Yombuno a ajouté que tout ce qui adviendrait ce jour 1er septembre engagera la responsabilité des organisateurs de l'événement. Dans cette rétrospective également, les contraintes juridiques et financières liées à l'organisation des élections municipales en Guinée sont désormais résolues par la Commission électorale nationale indépendante. Les électeurs pourraient s'acquitter de leurs devoirs civiques avant la fin de l'année 2014, mais l'annonce de la CENI est faite à un moment où la classe politique est à couteau tiré sur la tenue de cette échéance avant la présidentielle de 2015. C'est un reportage de Fanny Guilavogui. Les élections communales auront bel et bien lieu avant la fin de l'année, selon la CENI. Pour l'heure, elle se méfie de donner une date précise. Que les communales vont se passer en 2014. S'il n'y a pas un cas de force majeure, il faut le préciser, parce que nous vivons des périodes très très difficiles pour notre pays aujourd'hui. Nous voyons les aspects politiques peut-être, mais il y a un aspect plus grave. Il y a une épidémie qui sévit dans notre pays. Nous ne souhaitons pas, mais s'il y a des cas de force majeure, nous serons obligés d'éviter tout regroupement de citoyens. Une rassurance, un défi, mais une interrogation. Ebola, le virus redoutable qui s'invite dans la politique, sera-t-il vaincu avant le mois de décembre? La question reste sans réponse. Néanmoins, les contraintes juridiques et financières qui pouvaient retarder la tenue du scrutin sont résolues selon le directeur des opérations de la CENI. Différence qu'il y a entre le code des collectivités locales et le code électoral, la constitution et le code électoral, elles sont quasi levées. On ne demande qu'une chose aujourd'hui, organiser une réunion avec les partis politiques, voilà le fruit de nos réflexions, on les partage ensemble, voilà une copie, allez, nous vous donnons 3 à 4 jours, une semaine pour nous faire par écrit vos recommandations. L'aspect financier n'est pas un souci dans la mesure où le gouvernement a résolument dit définitivement que désormais les élections seront prises en charge intégralement par le budget national. Il reste quoi? Sortir les listes électorales. En attendant cette liste, la question du couple Waymak Sabari Technologie alimente les débats politiques. Le feuilleton, en attendant, est loin de livrer ses derniers secrets. La CENI, de son côté, opte pour le respect au pied de la lettre des lois.
Je ne suis pas appelé à me prononcer sur le cas spécifique de qui que ce soit en cette matière. Je me contente de vous dégager les principes que veut la loi. Je n'écarte personne, je n'inclus personne, je n'incrimine personne. Je vous dis simplement que c'est un appel d'offres international ouvert. Toute personne qui n'est pas exclue par la loi, toute personne qui n'est pas exclue par les jugements des tribunaux, toute personne qui n'est pas en faillite ou qui n'a pas commis d'autres fautes particulières qui puissent l'amener à l'exclusion peut concourir. La CENI se livre à une course à la montre dans le processus électoral, mais coup de théâtre. Ces actions ne font pas unanimité au sein de la classe politique, laquelle est à couteau tiré sur le travail des commissaires. Nous sommes tous représentés à la CENI. La mouvance est là, l'opposition est là. Si ceux-ci prennent une décision, cette décision s'impose à nous. Si on n'a pas confiance encore à sa propre belle-sœur que toi-même tu as envoyée, ça ne va plus. Qu'est-ce qui reste maintenant à ces leaders-là? C'est de dire, non, attendez, Dalin, Sidia, Kouyaté, mettez-les à la tête de la CENI. Cette CENI ne mérite plus ni respect ni considération de la part de personne. Quand je dis la CENI, je parle de l'ensemble des commissaires de la CENI, de l'opposition et de la mouvance. Parce que M. Bakary Fofana dirige la CENI avec un bras de fer. C'est lui qui prend des décisions. Les autres commissaires ne sont pas consultés. Le jour où nous allons nous préparer pour faire une manifestation, nous allons manifester sous la CENI. Nous allons les chercher du premier au dernier parce qu'il est hors de question que nous acceptons que cette CENI, qui devait être une CENI indépendante, qui devait travailler avec les partis politiques, nous allons démontrer que nous n'acceptons pas. Pas question de créer une nouvelle CENI technique, selon certains commissaires de la CENI. Ces derniers sont déterminés à porter des gilets pare-balles contre l'air de tracteur. Et le scénario pourrait accoucher d'un nouveau bras de fer politique. L'annonce de la CENI qui envisage d'organiser les élections locales d'ici la fin de l'année 2014 semble bien perçue du côté RPG Arc-en-Ciel. La mouvance présidentielle souhaite que les élections se déroulent cette année et apprécie la décision de ne pas coupler la présidentielle de 2015 au local. Aboubakar Sidikimani. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, vient de passer à la vitesse supérieure en annonçant sa volonté d'aller aux élections locales et communautaires d'ici la fin de l'année 2014. Elle entend par là accélérer le processus de révision du fichier électoral et ne pas coupler la présidentielle de 2015 qui pointe à l'horizon à celle des élections locales et communautaires. Cette annonce a été bien accueillie au quartier général du RPG Arc-en-Ciel. Constitutionnellement, si vous voyez l'article 132 de la Constitution guinéenne, c'est très clair. Donc si la CENI se propose de faire les élections d'ici la fin de l'année, la CENI est parfaitement dans son rôle. C'est l'opposition a demandé qu'on fasse des élections d'ici la fin de l'année. Donc si la CENI va dans ce sens-là, moi je crois qu'il n'y a pas à redire. On ne peut que s'en réjouir et puis féliciter la CENI qui joue son rôle. Iront-ils aux élections locales d'ici fin 2014 si une date est prononcée? Le secrétaire administratif du RPG répond. Nous on est prêts à tout moment, on ne traîne pas les pieds. Pourquoi on va traîner les pieds? Même si on dit demain on va aux élections, ils sont prêts, c'est eux qui ne sont pas prêts. Donc il ne faut pas nous accuser pour ça, c'est pas possible. C'est la CENI qui est chargée d'organiser les élections. Si la CENI nous dit qu'on va aux élections, il n'y a aucun problème, on ira. Nous avons souhaité que les élections soient inclusives en République de Guinée. Et nous l'avons obtenu. Nous avons fait la main tendue et nous avons discuté, on a négocié et nous sommes partis aux élections. Les élections représentant un facteur d'affirmation et de consolidation d'un processus démocratique, le secrétaire administratif appelle les leaders de l'opposition à mettre la balle à terre. Nous sommes tous représentés à la CENI. La mouvance est là, l'opposition est là. Si ceux-ci prennent une décision, cette décision s'impose à nous. Si on n'a pas confiance encore à sa propre belle-sœur que toi-même tu as envoyée, ça ne va plus. Qu'est-ce qui reste maintenant à ces leaders-là? C'est de dire, non, attendez, Dalin, Sidia, Kouyaté, mettez-les à la tête de la CENI. Peut-être on va prendre des Martiens qui vont venir aussi autour d'eux parce qu'ils ne font confiance à aucun Guinéen. Est-ce que ça c'est possible? Non.
Donc vraiment, moi je souhaite qu'ils mettent la balle à terre, qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments et qu'ils fassent confiance à leurs propres hommes qu'ils ont envoyés à la CENI pour qu'on puisse travailler. Parce que chaque fois CENI, vraiment, que ça s'arrête. Avec cette annonce de la tenue des élections locales pour cette année, le bureau politique du RPG Arc-en-Ciel entend mobiliser ses militants pour une participation massive aux futures échéances électorales. L'opposition républicaine, quant à elle, exige la mise en place d'une CENI technique paritaire et indépendante. L'annonce a été faite mercredi au cours d'une conférence de presse qu'elle a animée à la Maison commune des journalistes. Les leaders de cette frange de l'opposition ont aussi fait le point sur l'actualité économique, notamment la saisie des devises de la BCRG samedi dernier à Dakar et l'épidémie de la fièvre hémorragique qui sévit en Guinée. Pour plus de précision. L'opposition républicaine ne désarme pas, elle change de fusil d'épaule. Sa nouvelle démarche consiste à mettre sur pied une nouvelle CENI technique, paritaire, efficace et indépendante. Cette CENI ne mérite plus ni respect ni considération de la part de personne. Quand je dis la CENI, je parle de l'ensemble des commissaires de la CENI, de l'opposition et de la mouvance. Parce que M. Bakary Fofana dirige la CENI avec un bras de fer. C'est lui qui prend des décisions. Les autres commissaires ne sont pas consultés. Le jour où nous allons nous préparer pour faire une manifestation, nous allons manifester sous la CENI. Nous allons les chasser du premier au dernier parce qu'il est hors de question que nous acceptons que cette CENI, qui devait être une CENI indépendante, qui devait travailler avec les partis politiques, nous allons démontrer que nous n'accepterons pas. La question de l'épidémie de la fièvre Ebola qui sévit en Guinée a été largement abordée. L'opposition parle de gestion catastrophique de la maladie. À Massanta, où même un préfet et certaines autorités sanitaires ont été attaquées par les populations du fait de la désinformation qui caractérise la gestion de cette maladie. On a vu le président de la République en personne banaliser la fièvre hémorragique Ebola en la comparant au paludisme, en disant que le paludisme tuait plus que cette maladie. Il y a eu donc une communication désastreuse. Il y a eu également des moyens très limités pour lutter contre cette maladie. Je me suis investi au nom de l'opposition républicaine. J'ai envoyé des missions avec plus de 1000 kits à Guéguédou, à Macenta, les deux préfectures qui ont été suffisamment atteintes. Autre sujet épluché, la saisie samedi par la douane sénégalaise des devises en provenance de Conakry. L'opposition récuse la Banque centrale et demande des comptes au président Alpha Condé. Ce scandale qui révèle des méthodes plutôt mafieuses, mais ce scandale met en lumière la malgouvernance que notre pays connaît. L'État signe des contrats pour transférer des montants faramineux comme 58 millions de dollars et 20 millions d'euros, qui représentent à peu près 80 millions de dollars, qui dorment donc soi-disant dans les caisses de la Banque centrale et qui ne demandent qu'à être exportés dans des paradis fiscaux. Une enquête sera diligentée au dit de l'opposition républicaine par un comité parlementaire qui sera mis sur pied sous peu. Au-delà, elle invite les autorités à auditer la Banque centrale, déplore également le rattachement de cette structure bancaire à la présidence de la République. Autre fait marquant de la semaine, le gouverneur de la Banque centrale de Guinée a apporté lundi des précisions sur l'affaire des devises interceptées à Dakar par la douane sénégalaise au cours d'une conférence de presse à la BCRG. Dr Luceni Nabi a précisé que l'opération en question portait sur 20 millions de dollars et non 4 milliards de francs CFA comme annoncé par la presse. Salim Matujalo. Le gouverneur de la BCRG devant la presse s'inscrit en faux et précise que l'opération dont il est question n'a pas porté sur 4 milliards de francs CFA, équivalent à 8 millions de dollars, mais c'est un montant bien plus important. Selon Luceni Nabi, il s'agit de 20 millions de dollars. Par conséquent, le transfert de ces fonds à Dubaï via Sénégal est une opération courante et légale. Opération courante, sinon, il y aurait tellement de communiqués que les gens en auraient marre. Ce ne serait pas possible du tout. C'est une opération tout à fait normale. C'est simple ce que j'ai dit, mais ça a le mérite d'être vrai.
Pourquoi alors cette transaction a-t-elle suscité assez d'interrogations? Le gouverneur de la BCRG répond. MSS a affrété un petit avion de Dakar pour venir chercher les fonds à Conakry. Cette fois-ci, au lieu de prendre 10 millions, ils ont pris 20 millions. C'est possible qu'un vérificateur ait perçu la différence entre les 10 millions qui étaient initialement annoncés dans le contrat par lot de 10 millions et les 20 millions qui sont venus parce que tout simplement on a perdu du temps à cause de la suppression de l'escale de Emirates à Conakry. Le patron de la BCRG indique que le journaliste sénégalais qui serait à la base de toute cette polémique n'aurait aucune preuve pouvant incriminer le président de la République. Le journaliste lui-même n'a absolument rien pu dire qui puisse donner un début de preuve que les fonds appartiennent au président de la République. Il a dit que les fonds ont été interceptés selon ce sont ces termes, les fonds de Alpha Condé. C'est pourquoi j'ai commencé par dire qu'à la base, il y a la volonté manifeste d'intoxiquer. Le MSS, la société chargée de transférer les fonds de la Banque centrale vers la Citibank, a exigé un droit de réponse du journal quotidien alors que celui-ci a annoncé dans son édition du lundi qu'il ne publiera pas le droit de réponse faute de preuves suffisantes. L'affaire dite des 4 milliards de francs CFA interceptés à Dakar appartenant à la Banque centrale de la République de Guinée alimente le débat dans la capitale. Dans un communiqué, la Banque centrale de la République de Guinée a démenti l'information selon laquelle ce montant appartiendrait au président Alpha Condé. Du côté de l'opposition républicaine, l'on émet des zones d'ombre à la transaction et même au communiqué de la BCRG. Aboubakar Silla, porte-parole de l'opposition, est au micro de Fadi Glavouye. Le démenti de la Banque centrale que j'ai soigneusement lu pour justifier ce transfert officiel de fonds, il y a beaucoup d'interrogations qui restent encore à répondre. Premièrement, ce montant, on a déclaré un montant de 10 millions de dollars, mais 4 millions de francs CFA, ça représente 8 millions de dollars. Ensuite, pourquoi des montants de cette envergure sont transférés en espèces? Est-ce la Guinée est trop surliquide en devises au point de se sentir obligée de soulager les caveaux de la Banque centrale des devises qui sont là pour aller les placer ailleurs? Est-ce que les transferts de fonds par des voies plus modernes n'étaient pas mieux indiqués? Pourquoi on demande à ce que ce soit la société qui est chargée du transport de fonds qui intente un procès en diffamation contre ce journal que vous évoquiez tantôt, le quotidien? Normalement, c'est le président de la République qui est censé avoir été diffamé. C'est lui qui a été accusé de faire du trafic de devises, de faire de la fuite des capitaux de la Guinée vers des cieux plus cléments. C'est à lui, normalement, de porter plainte à travers l'ambassadeur de Guinée qui est au Sénégal. Donc, je ne comprends pas pourquoi on attend que ce soit la société qui envoie les fonds qui porte cette plainte devant les juridictions sénégalaises. Pour le moment, ce que nous pouvons dire, c'est que c'est la première fois que nous entendons un tel scandale dans un pays et qu'on dise que c'est le gouvernement qui fait un transfert officiel de fonds. L'actualité, c'est aussi la situation des droits de l'homme en Guinée qui était une fois de plus sur la table des débats. C'était au cours de la rencontre entre des ONG de défense des droits de l'homme et le ministère en charge de ce sujet. Mercredi, il était question de la mise en place de 4 observatoires qui, à travers leurs différents travaux, devraient permettre de réduire l'impunité dans le pays. Aguirre-Touba. Depuis plus de 50 ans, les frustrations dues aux nombreuses violations des droits de l'homme s'accumulent dans le pays. Une expansion due à l'impunité notoire, une situation contre laquelle plusieurs ONG de défense des droits de l'homme et le département de tutelle se battent. D'où la rencontre de mercredi pour évoquer encore ces différentes violations. Il s'agit par exemple des conditions carcérales, la lenteur judiciaire sur les dossiers des massacres du 28 septembre ou de Zogota, les violences à l'égard des femmes ou encore l'assassinat des enfants hydrocéphales. Nous avons des problèmes de droits de l'homme, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hier c'était pareil, sinon même pire. Nous sommes en train de nous battre pour améliorer les choses. Pour cela, il faut un processus global de démocratisation de la société guinéenne. L'ensemble de la société guinéenne, de l'État comme de la société, l'État de droit, la justice, l'éducation, le changement culturel, le fait qu'il y ait un État aussi qui agisse dans le cadre du respect de la loi, du principe d'égalité et du principe de liberté. Pour lutter contre l'impunité et préserver la dignité des citoyens, le ministère des droits de l'homme et des libertés publiques met sur pied 4 observatoires qui seront gérés par des représentants du département, des ONG de défense des droits de l'homme et d'autres ministères. Pour l'instant, on le met en place dès la semaine prochaine. Ces 4 observatoires
qui vont travailler évidemment dans un esprit d'indépendance et de neutralité absolue, qui vont doter le département et le gouvernement à travers le département d'analyse, d'observation, de constats, de statistiques sur les problèmes de droits de l'homme dans notre pays pour faire en sorte que nous inscrivions durablement dans un processus de changement dans ce domaine. Il y a l'observatoire sur les questions de l'impunité. Il y a l'observatoire sur les violences faites aux femmes et aux enfants. Il y a l'observatoire sur les pratiques de torture. Évidemment, l'observatoire sur les questions de détention arbitraire dans les prisons. Autre registre de l'actualité, le quartier Sangoya Mosquée, secteur 4, n'aurait pas eu de courant électrique depuis 3 mois maintenant. Les jeunes de ce quartier ont manifesté lundi pour se faire entendre et en même temps réclamer cet arrêt devenu de plus en plus rare dans leur secteur. Ils ont aussi tenté en vain de barricader la route, mais une force d'intervention s'est vite rendue sur place pour anéantir la manifestation. Abdourahmane Ba pour plus de précision. Des jets de pierre répliqués par le tir du gaz lacrymogène entre manifestants et forces de l'ordre. Le climat était peu tendu ce matin dans le secteur 4 du quartier Sangoya Mosquée, un mouvement initié par les jeunes de ce secteur pour réclamer le courant électrique, une denrée qui leur serait desservie depuis maintenant 3 mois. Le chef du quartier, aussitôt sur place, dit n'avoir jamais été saisi de la situation, même s'il a du mal à croire à cette information. Ces jeunes-là disent, c'est maintenant ici que j'apprends qu'ils n'ont pas la lumière, ça fait 3 mois. Je ne crois pas à ça. Parce que moi je suis là. C'est pourquoi je leur ai dit, quand vous avez des problèmes comme ça de 3 mois, pourquoi moi je ne suis pas informé, alors que le côté, les secteurs trouvent 1, 2, 3, 5, 6 ont la lumière, vous secteur 4 vous n'avez pas la lumière. Vous cherchez d'abord à savoir pourquoi vous n'avez pas la lumière dans Sangoya Mosquée. Nabilay Kamara dit pourtant avoir tenté sans réussir à calmer les jeunes avant l'arrivée de la CMIS. Mais par rapport au délestage du courant électrique depuis 3 mois, il promet de rencontrer les responsables de la Guinéenne d'électricité pour plus d'informations. Après ici, je vais aller déjà pour que ce secteur-là n'a pas de lumière. C'est à partir de ça que je serai pour qu'ils n'ont pas de lumière. Le déploiement de la force d'intervention a été bénéfique, puisque l'ampleur du mouvement a été réduite et la circulation n'a pu être perturbée. Mais jusqu'au moment où nous quittions les lieux, les manifestations n'étaient pas complètement anéanties. Santé à présent, les ministres de la Santé de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se sont concertés pour la 2e fois jeudi à Accra, au Ghana. Cette réunion de crise avait pour objectif de discuter les moyens de lutte contre la maladie à virus Ebola. La réunion de ces ministres a été précédée de celle des experts de la santé. Marie-Gila Fofana nous fait le point. Selon les dernières statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de cas d'Ebola s'élève à 2615, dont 1427 décès enregistrés en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone ainsi qu'au Nigeria. Les ministres de la santé de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sont à Accra, au Ghana, pour discuter des moyens de lutte contre la maladie à virus Ebola. La rencontre vise à renforcer la mise en œuvre des stratégies élaborées lors de la dernière réunion pour contenir le virus Ebola dans la sous-région. Le chef des services de santé américains estime que l'épidémie Ebola qui frappe l'Afrique de l'Ouest va encore empirer si des dispositions ne sont pas prises. Cette 2e réunion des ministres de la santé des États de la CEDEAO dans la capitale ghanéenne fait suite à une première tenue dans la même ville en juillet dernier. La rencontre des ministres a été précédée par celle des experts de la santé. Une mise à jour des informations sur le foyer dans les pays membres de la CEDEAO, la vérification de la mise en œuvre des recommandations des différentes réunions sur l'épidémie et une étude des difficultés rencontrées à chaque niveau de contrôle de l'épidémie sont les résultats attendus de cette nouvelle concertation.